Ta fille n'est pas invitée à mon anniversaire, a déclaré ma mère au beau milieu du dîner de famille. Mon enfant de 13 ans est resté là, pétrifié, tandis que tous les autres agissaient comme si c'était tout à fait normal. Alors, je n'y suis pas allée non plus. À la place, je lui ai envoyé ce cadeau. Elle l'a ouvert et a blêmi. Papa a chuchoté, qu'as-tu fait? Le problème avec les dîners de famille, c'est qu'ils ne sont jamais de simples repas. Ce sont des auditions. Ce sont des négociations. C'est un projet de groupe où une seule personne fait tout le travail, 3 autres s'en attribuent le mérite et quelqu'un finit inévitablement par renverser quelque chose qui laissera une tache indélébile. Nous étions chez mes parents à Versailles, 3 jours avant le grand anniversaire de maman. Le grand événement. Celui qui arrive avec des phrases dramatiques comme étape marquante et célébration d'une vie et je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça pour mon anniversaire même si ce n'est pas encore le jour J. La table de la salle à manger semblait avoir été dressée par un magazine intitulé Les gens qui n'ont jamais croisé d'enfants. Des bougies, des serviettes en tissu amidonné, un centre de table qui n'était clairement pas destiné à survivre à une réunion de famille. Maman siégeait en bout de table comme une reine à qui on aurait dit que son royaume était douillet. Papa errait avec l'énergie d'un homme essayant de maintenir la paix en se fondant dans le papier peint. En face de nous, ma sœur Chloé était assise comme si elle faisait partie des meubles. Son mari Alexandre était à ses côtés, souriant poliment de cette façon dont on sourit quand on est piégé dans une conversation sur la décoration intérieure. Leurs enfants étaient affalés autour de la table d'une manière qui suggérait qu'ils n'avaient jamais entendu le mot posture de leur vie. Et honnêtement, tant mieux pour eux. Hugo, l'aîné, avait 14 ans et possédait déjà cette capacité d'adolescent à paraître à la fois ennuyé et insulté. Manon, 11 ans, avait les yeux brillants et l'habitude de tout écouter. Léo, 7 ans, créait ce genre de chaos silencieux que les adultes sous-estiment toujours jusqu'au moment où ils réalisent qu'il manque quelque chose d'important. Mon mari Thomas était assis près de moi, calme comme à son habitude. Thomas est le genre d'homme qui pense qu'il existe une issue paisible à la plupart des situations. Il croit aux grandes respirations et à la communication douce. Moi, je crois aux preuves. Maman parlait de la fête. Évidemment qu'elle en parlait. Le domaine est parfait, disait-elle en se renversant dans son fauteuil comme si le lieu avait été choisi par un comité d'experts et non par elle-même en épluchant des photos sur Internet jusqu'à en trouver une correspondant à son imagination. Le gâteau sera élégant. Rien de ces absurdités enfantines. Chloé a ri. Maman, c'est ton anniversaire, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je mâchais mes aliments en essayant de rester neutre. La neutralité est une compétence que j'ai apprise tôt. C'est comme s'asseoir sur une chaise à laquelle il manque un pied tout en prétendant être à l'aise. Léa, ma fille, était assise en face de moi. 13 ans, le cœur tendre, observatrice, le genre d'enfant qui remarque quand les adultes font semblant. Elle avait été silencieuse pendant tout le dîner, picorant son assiette comme le font les enfants quand ils ont faim mais qu'ils ne savent pas s'il est prudent d'être joyeux. Puis maman a mentionné les décorations et le code vestimentaire, et Léa s'est enfin animée. Elle s'est penchée un peu en avant et a demandé ce qu'elle devrait porter. C'était innocent, doux, presque. Le genre de question qui signifie je veux faire partie du groupe, je veux me présenter correctement, dis-moi quelles sont les règles. J'ai souri à ma fille en lui disant de choisir quelque chose dans lequel elle se sentait bien et que nous trouverions une solution. Maman n'a même pas regardé Léa. Elle a pris une gorgée d'eau comme si elle se préparait à annoncer quelque chose de banal et d'agréable. Puis elle a dit sur le même ton qu'on utiliserait pour mentionner qu'on a changé de marque de lessive que ma fille n'était pas invitée à son anniversaire. Les mots sont restés suspendus au-dessus de la table. Le visage de Léa a changé si vite que c'était comme voir une lumière s'éteindre. Pétrifié. C'est le mot juste. Pas de pleurs. Pas de colère. Juste un arrêt total. Tous les autres ont continué à bouger comme si de rien n'était. Les fourchettes grattaient les assiettes. Chloé a jeté un coup d'œil à ses enfants comme si elle leur assignait mentalement des rôles pour les photos d'anniversaire. Papa s'est raclé la gorge et n'a rien dit de significatif. La main de Thomas s'est crispée sur sa fourchette. J'ai cligné des yeux lentement, comme si j'avais mal entendu,
comme si maman avait peut-être dit que ma fille n'était pas invitée à un dîner de travail. Mais bien sûr, nous étions déjà au dîner, donc cela n'aurait eu aucun sens. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Ma voix paraissait trop calme, ce qui est toujours le signe que je vais devenir déraisonnable. Maman a souri. Pas un vrai sourire, le genre qu'on trouve sur les cartes de vœux. Elle a expliqué qu'elle pensait que cela devrait être réservé aux adultes, que c'était sa journée spéciale et que Léa n'y aurait pas sa place. Léa fixait son assiette. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. Réservé aux adultes. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la table. Alors, ai-je dit prudemment, les enfants de Chloé ne viennent pas non plus. Maman a agité la main comme si j'étais ridicule. Oh non, nous avons dû faire une exception pour eux. Les sourcils de Chloé se sont levés d'une manière qui signifiait oui, évidemment. Pourquoi, ai-je demandé. Maman a incliné la tête. Tu comprendras, ils sont différents. Différents. Le mot que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire préféré à voix haute. Donc, la règle est réservée aux adultes, ai-je dit, mais il y a des exceptions. Maman a hoché la tête, satisfaite, comme si elle venait d'expliquer un problème de mathématiques complexe. Et Léa n'est pas une exception, ai-je ajouté. Maman a soupiré en me demandant de ne pas en faire toute une histoire. Une histoire, vraiment? Léa fixait son assiette comme si le fait de regarder assez fort pouvait changer la conversation. J'ai regardé autour de la table. Papa fuyait mon regard. Alexandre fixait son verre d'eau comme s'il contenait le sens de la vie. Thomas restait silencieux car Thomas ne défie pas mes parents devant mes parents. Il est beaucoup de choses, mais il n'est pas imprudent. Chloé a dit que ce n'était qu'une fête. Juste une fête. Léa était assise là, en silence. Elle n'a pas argumenté. Elle a fait la chose la plus triste que les enfants font, c'est-à-dire l'accepter. J'ai senti quelque chose se glacer en moi. J'ai posé ma fourchette doucement. Nous partons, ai-je dit. La tête de maman s'est redressée d'un coup. Pardon? Je ne vais pas rester assise ici à prétendre que c'est normal, ai-je ajouté. Ma voix était toujours calme. Le calme n'est pas toujours de la gentillesse. Si ma fille n'est pas la bienvenue, nous ne le sommes pas non plus. Maman a levé les yeux au ciel comme une adolescente en disant que j'étais dramatique. Papa a fini par parler, d'une voix faible et inutile, appelant mon prénom. Thomas s'est levé avec moi, silencieux, loyal. Cela comptait. Léa a repoussé sa chaise, bougeant comme si on lui avait enfin donné la permission de respirer. Je n'ai attendu l'approbation de personne. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste pris ma fille et je suis sortie. Derrière nous, maman a marmonné quelque chose qui a résonné comme une gifle familière, me traitant de reine du drame comme toujours. Dans la voiture, le silence avait un poids. Thomas a démarré le moteur. Ses mains restaient stables sur le volant. Il ne me regardait pas comme si j'avais tort. Il ne me regardait pas comme si j'avais raison. Il regardait la route comme si c'était la seule chose sûre. Léa fixait la fenêtre. À mi-chemin, Thomas a enfin parlé doucement, de cette voix qu'on utilise pour empêcher un pont de s'effondrer. Il a suggéré que peut-être elle voulait vraiment faire une fête d'adultes, que c'était peut-être juste une règle. J'ai ri une fois, un rire bref et sans humour. Ce n'est pas une règle si elle ne s'applique qu'à nous, ai-je dit. Il y avait des exceptions pour eux, pas pour notre enfant. Thomas a expiré. Il comprenait. Il finit toujours par comprendre. La voix de Léa est venue du siège arrière, petite et prudente. Est-ce que mamie aime mes cousins plus que moi? Il y a des questions auxquelles on peut répondre. Il y a des questions auxquelles on veut répondre. Et puis il y a des questions qui vous font agripper le volant de votre vie en réalisant que vous êtes responsable de ce qui va suivre. Je me suis légèrement tournée sur mon siège, juste assez pour voir son visage. Léa faisait encore cette chose d'enfant courageuse, essayant de ne pas craquer parce qu'elle ne voulait pas aggraver les choses. Mon cœur me faisait mal. Je voulais lui dire que mamie aimait tout le monde de la même façon. Je voulais lui dire que c'était un malentendu.
Je voulais lui dire que rien de tout cela n'avait d'importance, mais je ne pouvais pas mentir à mon enfant, pas sur quelque chose qu'elle ressentait déjà au plus profond de ses os. Alors, j'ai dit la seule chose honnête que je pouvais dire sans la briser. Je t'aime, lui ai-je dit. Et je ne laisserai personne te donner l'impression que tu n'as pas ta place. Léa a hoché la tête comme si elle attendait exactement cette phrase. Quand nous sommes rentrés, je l'ai bordée plus tôt que d'habitude, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce que la journée lui avait pris quelque chose. Puis je me suis assise dans ma cuisine, fixant le vide, tandis que la colère se transformait en quelque chose de plus tranchant. L'anniversaire de maman était dans 3 jours. Je n'y allais pas, mais je ne l'ignorais pas non plus. À la place, je lui ai envoyé un cadeau, et quand elle l'a ouvert, elle a pâli. Papa a chuchoté, « Qu'as-tu fait ?» Les gens aiment dire que c'est juste sa façon d'être à propos des mères comme la mienne. On le dit généralement avec un haussement d'épaule, comme si un défaut de personnalité était une loi immuable de la nature. Comme si le favoritisme était une question de météo, mais j'ai grandi dans cette maison. Je connais la différence entre une tempête et quelqu'un qui choisit délibérément qui va être mouillé. Chloé a 2 ans de moins que moi. 2 ans. C'est l'écart entre je peux verser mes propres céréales et je vais quand même verser les céréales tout en me plaignant. Mais dans notre famille, ces 2 années étaient traitées comme une génération entière chaque fois que c'était pratique. Quand j'avais 9 ans, Chloé en avait 7, ce qui signifiait qu'elle n'était qu'un bébé. Quand j'avais 13 ans, Chloé en avait 11, ce qui signifiait qu'elle était trop sensible. Quand j'avais 16 ans, Chloé en avait 14, ce qui signifiait de ne pas être dur avec elle. Et quand je suis devenue adulte, cela signifiait que je pouvais tout gérer. Il y avait toujours une règle dans mon enfance. Les règles étaient l'outil préféré de maman. Elles paraissaient juste de l'extérieur. Elles semblaient raisonnables. Elles lui donnaient le confort d'avoir raison. Le seul problème était que les règles étaient principalement pour moi. L'un des exemples les plus clairs s'est produit lors du 8e anniversaire de Chloé. Maman avait scotché un panneau écrit à la main près de la porte du salon. Rien d'élégant, juste assez autoritaire pour mettre fin aux discussions. Jeu de fête pour les enfants jusqu'à 10 ans, disait-il. J'avais eu 10 ans à peine 2 mois auparavant. 2 mois. J'étais encore une enfant. Je voulais encore jouer. Avant le début du premier jeu, maman m'a prise à part, la voix douce comme si c'était pour mon propre bien. Elle m'a dit que j'étais trop vieille pour participer, que je n'y aurais pas ma place. J'ai cligné des yeux en rappelant que je venais d'avoir 10 ans. Maman a souri en disant que les règles étaient les règles. Puis elle m'a tendu une pile d'assiettes en carton en me disant que je pouvais aider. Pas plus tard. Pas pendant 5 minutes. Aider. J'ai donc travaillé pendant la fête. Les ballons, les boissons, essuyer ce qui tombait pendant que les enfants jouaient. Et puis j'ai vu Marc et Tessa dans le cercle de jeu. Marc avait 11 ans. Tessa en avait 10 et demi, déjà plus grande que la plupart des garçons. C'étaient les enfants de Linda, l'amie de maman, invités, inclus, riant comme si le panneau ne s'appliquait pas à eux. J'ai fixé le panneau, puis je les ai regardés, essayant de comprendre ce que j'avais raté. Je me suis approchée et j'ai chuchoté en demandant s'ils n'étaient pas plus vieux que la limite d'âge. Maman n'a même pas hésité en disant qu'ils étaient un cas spécial. Un cas spécial ? Bien sûr. Je les ai regardés jouer, je les ai vus être inclus et j'ai réalisé quelque chose de petit et de tranchant. Les règles étaient les règles jusqu'à ce qu'elles décident qu'elles ne l'étaient plus. Ce schéma ne s'est pas arrêté aux fêtes d'anniversaire. Il a évolué avec nous. Quand j'avais une remise de prix à l'école, maman soupirait et disait que nous ne pouvions pas tous y aller, que c'était trop, qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire. Mais quand Chloé avait un événement similaire, soudain les emplois du temps s'ouvraient comme par magie. Soudain, il y avait des photos et des dîners spéciaux et des parents invités. J'ai appris à célébrer en silence. J'ai appris à garder mon excitation à l'intérieur de moi. J'ai appris à paraître reconnaissante pour des miettes. Au moment où je suis devenue mère, je me suis dit que j'avais dépassé tout ça. Puis Chloé a eu des enfants et j'ai réalisé que tout le système avait simplement trouvé de nouveaux joueurs. Chloé et Alexandre avaient 3 enfants, Hugo, Manon et Léo. Thomas et moi en avions une, Léa.
Léa est brillante, drôle et gentille d'une manière qui donne envie d'être meilleure à ses côtés. Elle est aussi le genre d'enfant qui ressent les choses profondément même quand elle ne le montre pas. Lors des réunions de famille, les cousins étaient traités comme un ensemble. Les petits-enfants par défaut, ceux qui appartenaient au groupe. Hugo, Manon et Léo avaient droit à des soirées cinéma, des sorties et des soirées pyjama. Parfois Léa était incluse, parfois. Et quand elle l'était, on avait souvent l'impression qu'elle visitait le monde de quelqu'un d'autre, comme si elle était une invitée dans sa propre famille. Si je demandais pourquoi elle n'était pas invitée, maman disait qu'ils étaient frères et sœurs, que c'était normal qu'ils fassent des choses ensemble. Comme si le fait que Léa soit une cousine signifiait qu'elle était automatiquement moins liée. Comme si le fait que ma fille soit ma fille signifiait qu'elle était en quelque sorte facultative. Léa ne s'est jamais plainte ouvertement. Elle prétendait qu'elle s'en fichait. Moi, je ne prétendais pas. Je la voyais rentrer à la maison plus silencieuse. Je la voyais hésiter avant de demander si elle était invitée. Je la voyais apprendre à attendre moins. Puis est venu l'argent. À un moment donné, mes parents ont commencé à avoir besoin d'aide. Cela a commencé de la manière habituelle. Une facture, une réparation, un mois difficile. Maman présentait cela comme une question d'équité. Elle disait que nous devions toutes les deux contribuer également, en parlant de Chloé et moi. Que c'était la moindre des choses. J'ai donc accepté parce qu'on m'avait appris à être raisonnable. Puis l'exception est apparue pile à l'heure. Chloé ne pouvait pas faire sa part parce qu'elle avait 3 enfants. L'argent était rare. La vie était dure. Maman le disait comme si c'était une loi de la gravité. Et moi? J'avais un seul enfant, ce qui signifiait apparemment que j'en avais en trop. Sans que personne ne le nomme jamais, les chiffres ont changé. La part de Chloé a rétréci. La mienne a grandi. Et finalement, je couvrais la majeure partie des frais. Puis le prêt immobilier de mes parents est devenu un problème. Maman a juré que c'était temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied, alors j'ai accepté de payer la moitié. Cette moitié temporaire a duré 5 ans. Et quand le grand anniversaire de maman a approché, ils ont ouvert un compte partagé pour les dépenses de la fête. Communautaire, juste, pratique. La majeure partie de l'argent qui s'y trouvait était le mien. Chloé et maman ont tout prévu, tout choisi, tout réservé, et elles utilisaient la carte liée à ce compte comme si elle était simplement là pour elles, comme si mon rôle était le financement, pas la famille. Je n'arrêtais pas de me dire que cela ne valait pas la peine de se battre. Puis Léa a demandé quoi porter et maman lui a dit qu'elle n'était pas invitée. C'est là que j'ai arrêté de chercher des excuses. C'est là que j'ai décidé que ce schéma s'arrêtait ici. Le matin après le dîner de famille, je me suis réveillée avec une sensation étrange. La paix. Pas le genre doux. Pas le genre tendre. Le genre qui arrive quand on décide enfin quelque chose et que les arguments mentaux sans fin s'arrêtent. Thomas préparait le café. Il m'a regardé de la façon dont il le fait toujours quand il sait que quelque chose arrive. Je l'ai dit simplement. Nous n'y allons pas. Il a marqué une pause en demandant où nous n'allions pas. À l'anniversaire de ma mère, ai-je dit. Aucun de nous. Thomas n'a pas argumenté. Pas immédiatement. Il a posé sa tasse lentement comme si elle risquait de briser le comptoir s'il bougeait trop vite. Il a demandé si j'étais sûre, en rappelant que c'était le grand anniversaire de ma mère. J'ai hoché la tête. Si Léa n'est pas la bienvenue, nous ne le sommes pas non plus. Léa est entrée en se frottant les yeux, les cheveux en bataille, portant encore la tristesse de la veille dans sa démarche. Je lui ai dit que nous n'y allions pas. Ses épaules sont retombées comme si elle avait retenu son souffle pendant 24 heures. Oh, a-t-elle dit doucement, puis encore plus bas, d'accord. Le soulagement a un aspect différent chez les enfants. Cela ne ressemble pas toujours au bonheur. Parfois, cela ressemble à un corps qui se décrispe enfin. Je l'ai regardé et j'ai senti ma résolution se durcir. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rédigé de discours imaginaires. J'ai agi. Premièrement, le virement permanent libellé est de prêt immobilier, 950 € par mois.
Annulé. Deuxièmement, soutien familial, 300 € par mois. Annulé. Troisièmement, complément facture, 120 € par mois. Annulé. Clic, clic. Clic, c'était presque ridicule de voir à quel point c'était facile. 5 ans de pression et d'obligation d'effet en 30 secondes et un scan biométrique. J'ai fixé l'écran un moment en pensant que c'était pour ça qu'ils aimaient cet arrangement. Cela n'exigeait rien d'eux à part mon obéissance. Puis je me suis occupé du compte de la fête. Il y avait une carte virtuelle connectée, un petit outil pratique partagé dans le sens où tout le monde en profitait et où j'en portais la responsabilité. Certaines charges étaient déjà passées, des acomptes, des paiements initiaux, mais les plus gros arrivaient, ceux qui tombent juste avant un événement quand les prestataires finalisent les totaux et que les lieux prennent leur part. Maman avait supposé que cette carte continuerait de fonctionner. Elle avait supposé, comme toujours, que mon rôle était de financer et de subir. J'ai gelé la carte, bloqué, désactivé. Quelle que soit la formulation de l'application, le résultat était le même. Toute tentative de débit échouerait. Puis j'ai ouvert le solde du compte partagé, 4 800 €. Mes contributions s'élevaient à 4 200 €. Je me suis reversé mon argent. Pas de manière dramatique, pas avec une note, pas avec un avertissement, juste tranquillement, comme si je reprenais quelque chose qui m'appartenait. Si ma fille n'était pas la bienvenue, mon argent ne l'était pas non plus. Maintenant venait le cadeau. J'ai acheté une boîte simple, je l'ai emballée soigneusement, rien d'ostentatoire, rien qui ne crie que j'allais gâcher sa fête. À l'intérieur, j'ai placé une lettre. La lettre était le vrai cadeau, celui dont on se souvient. Je l'ai écrite avec soin, pas sous le coup de la colère, sans insulte, juste avec la vérité, énoncée clairement, comme une limite qu'on ne peut pas prétendre ne pas avoir entendue. Voici ce que j'ai écrit. Maman, j'ai passé des années à te chercher des excuses. Je me disais que ce n'était pas du favoritisme. Je me disais que je l'imaginais. Je me disais qu'il était plus facile de rester silencieuse. Mais tu as franchi une ligne que tu ne peux pas effacer quand tu as exclu ma fille de ton anniversaire tout en invitant tes autres petits-enfants. Tu l'as dit avec douceur comme si ce n'était rien, comme si elle ne comprendrait pas. Elle a compris. Je l'ai vue se figer à cette table de dîner. Je l'ai vue essayer de ne pas pleurer. Je suis mère avant tout. Mon travail est de protéger mon enfant. Et je ne continuerai pas à l'emmener dans des pièces où elle est traitée comme si elle comptait moins. À partir d'aujourd'hui, nous n'assisterons pas à ton anniversaire. Nous ne viendrons plus aux événements familiaux et nous ne maintiendrons plus de contact. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne demande pas à d'autres personnes de passer des messages. Et parce qu'il n'y aura plus de relation, il n'y aura plus de soutien financier. Je retire tout soutien avec effet immédiat. J'espère que tu auras la vie que tu as bâtie. Adieu. J'ai plié la lettre une fois, puis une autre, et je l'ai glissée dans la boîte comme si elle y avait sa place. Maintenant, je devais la faire livrer. J'ai choisi la méthode la plus simple, celle qui ne pouvait pas être oubliée par accident. Je l'ai envoyée par la poste de manière à ce qu'elle arrive le jour de la fête. Pour qu'elle soit ouverte au moment où les cadeaux seraient ouverts, pour qu'elle tombe exactement au moment où maman attendrait des applaudissements. Puis j'ai attendu. Le jour de la fête, notre maison était étrangement calme. Thomas a emmené Léa manger une glace. Pas comme une récompense, pas comme une distraction, juste comme une petite affirmation. Nous avons le droit de passer une belle journée. Je suis restée à la maison. Mon téléphone était posé sur le comptoir comme un animal endormi. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le premier appel est arrivé en milieu d'après-midi. Le nom de maman a illuminé mon écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre parce que je suis toujours moi-même. Bonjour, ai-je dit. Sa voix a explosé dans le haut-parleur. Comment oses-tu, criait-elle. Comment oses-tu me faire ça le jour de mon anniversaire? Je n'ai pas répondu. Le silence est une chose puissante quand quelqu'un s'attend à ce que vous vous confondiez en excuses. Puis elle a dit plus fort, comme si le volume pouvait transformer la réalité en son histoire préférée, qu'elle avait ouvert mon présent devant tout le monde.
Évidemment qu'elle l'avait fait. Elle avait probablement souri, l'avait montré, avait fait un petit discours sur la façon dont sa fille n'avait pas pu venir mais l'aimait quand même. Elle s'était probablement attendue à quelque chose de sentimental, quelque chose qui la ferait paraître chérie. À la place, elle a eu ma lettre. En arrière-plan, j'entendais des voix, des invités, du mouvement, un tintement de verre, puis plus bas, près du téléphone, la voix de papa demandant ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas dirigé vers moi. C'était dirigé vers elle comme s'il regardait le rayon de l'explosion et essayait d'en identifier la source. Maman a continué, outrée, disant que je l'avais embarrassée et humiliée devant ses invités. Je n'ai pas lu la lettre à haute voix, ai-je dit calmement. Elle a fait un bruit qui aurait pu être un étouffement ou un grognement. Puis quelque chose a changé, sa fureur s'est mêlée de panique. Et qu'est-ce que c'est que cette absurdité à propos de l'argent, a-t-elle lancé. Les prestataires appellent. La carte ne fonctionne pas. Le compte est vide. Que as-tu fait? Je me suis appuyée contre le comptoir. Ma voix est restée stable. J'ai retiré mon soutien financier, ai-je dit. Avec effet immédiat. Tu ne peux pas, a-t-elle dit comme si elle déclarait une loi. Nous en avons besoin. J'ai failli rire. L'audace était si familière. C'était presque un héritage familial. Tu as exclu mon enfant, ai-je dit. Tu n'as pas accès à elle et tu n'as pas accès à mon portefeuille. Maman a bafouillé que c'était réservé aux adultes. Et pourtant Hugo, Manon et Léo sont là, ai-je dit. Règle intéressante. Elle a essayé de me couper la parole en disant qu'ils étaient différents, qu'ils étaient la famille. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Léa est la famille, ai-je dit, où elle était censée l'être. La voix de papa encore une fois, basse, urgente, appelant mon nom. Je pouvais l'imaginer debout derrière elle, essayant de la calmer, essayant de faire disparaître tout ça. Un homme qui avait passé sa vie entière à gérer ses humeurs et à appeler cela de la paix. La voix de maman s'est aiguisée. Alors c'est ça? Tu nous coupes les vivres? Tu vas abandonner ta propre mère? Je protège mon enfant, ai-je dit. Tu es égoïste, a-t-elle craché. J'ai inspiré lentement. C'est ma limite, ai-je dit. Ne me rappelle plus. Puis j'ai raccroché. Clic, le silence qui a suivi était si total qu'il semblait irréel. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à de l'espace. La campagne de dénigrement a commencé avant même que mon téléphone n'ait refroidi. Cela peut paraître dramatique, mais quand on a une famille comme la mienne, la vitesse fait partie de la stratégie. Ils ne laissent pas l'histoire se tasser. Ils ne laissent pas la vérité respirer. Ils remplissent l'air rapidement avec leur version des faits. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait comme s'il avait une mission. Tante, cousin, ami de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Quelqu'un qui m'avait un jour emprunté un plat à gratin et ne me l'avait jamais rendu. J'ai répondu au premier par habitude. Que as-tu fait? A exigé un parent éloigné. Pas comme une question, mais comme une accusation. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? A grondé une autre voix. On n'a qu'une seule mère, a dit quelqu'un, comme si c'était un bon de réduction que j'étais obligé d'utiliser. Au 3e appel, j'ai arrêté de jouer le jeu. C'est privé, ai-je dit. Je n'en discute pas. Certaines personnes ont pesté et ont raccroché. D'autres ont réessayé en insistant sur le fait qu'elle était ma mère. Oui, ai-je dit, et c'est toujours privé. Quelques personnes, celles auxquelles je tenais vraiment, ont posé la question différemment. Elles n'ont pas commencé par le jugement. Elles ont commencé par l'inquiétude. Nora, a dit doucement l'une de mes cousines, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai dit. Pas toute l'histoire, pas l'enfance, pas les années à tout avaler, juste les faits. Je les ai soutenus financièrement pendant des années, ai-je dit. Et ils ont désinvité Léa de l'anniversaire tout en invitant les autres petits-enfants. Ils ont dit que c'était réservé aux adultes. Ce n'était pas réservé aux adultes. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis doucement, elle a dit que ce n'était pas correct. C'était étrange d'entendre quelqu'un d'autre le dire comme une vérité simple.
Pas un débat, pas un drame, juste la réalité. Quelques autres proches ont entendu le même résumé et ont réagi de la même manière. Le choc d'abord, puis la clarté. Et puis, comme si mes parents étaient déterminés à approuver mon point de vue, l'escalade suivante est arrivée par courrier. Une facture, une vraie, avec en tête, conditions de paiement, la totale. 2360 € pour le solde final du domaine de l'anniversaire dû dans 5 jours. Les détails y étaient tous. Location de salle, personnel, caution du bar, supplément pour invités tardifs, et sous la rubrique partie responsable et contact de facturation, mon nom, mon numéro de téléphone, mon email. Je l'ai fixé pendant une minute entière, attendant qu'elle devienne moins absurde. Ce ne fut pas le cas. J'ai donc appelé le numéro sur la facture, calme, poli et très, très clair. Je n'ai pas signé cela, ai-je dit au prestataire. Je n'ai pas autorisé cela. Je ne paierai pas cela. La personne à l'autre bout du fil avait l'air fatiguée, ce que je comprenais. Tout le monde est fatigué. Votre nom est sur le contrat, a-t-elle dit. Alors quelqu'un l'y a mis, ai-je répondu, sans mon consentement. Vous devez vous adresser à l'organisateur réel ou au signataire. Il y a eu une autre pause, le genre où les dossiers s'échangent. Je vais noter cela, a-t-elle dit. Faites-le, ai-je dit, et s'il vous plaît, retirez mes coordonnées de ce compte. Quand j'ai mis fin à l'appel, j'ai ressenti une sorte de satisfaction sombre. Pas de la joie, pas une victoire, juste le sentiment de refuser enfin de porter les choix de quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, les coups à la porte ont commencé. Pas un petit coup poli, pas un bonjour normal, des coups de poing. Thomas m'a regardé depuis la cuisine, les sourcils levés. Léa faisait ses devoirs à la table. Elle s'est figée au son de la même manière qu'elle s'était figée à la table du dîner. J'ai immédiatement détesté cela. Va dans ta chambre, lui ai-je dit doucement. Mets ton casque. Elle a hésité en demandant si c'était mamie. Je n'ai pas menti. Oui, ai-je dit. Mais tu es en sécurité. Vas-y. Elle a hoché la tête et a disparu dans le couloir. Thomas s'est rapproché de moi, soutien silencieux sous forme humaine. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, maman et papa devant, les visages crispés par l'indignation et le désespoir. Chloé à leur côté, la mâchoire serrée comme si elle était venue pour gagner. Alexandre un peu en retrait, ressemblant exactement à un homme qui aurait voulu être n'importe où ailleurs. Maman m'a lancé des mots comme si elle pouvait les forcer à entrer en moi. Peux-tu au moins payer pour l'anniversaire, exigeait-elle. Sais-tu ce que tu as fait? Nous étions déjà endettés. Nous ne pouvons rien payer. Comment sommes-nous censés gérer? J'ai cligné des yeux. Tu me demandes de payer pour une fête où je n'étais pas la bienvenue. Papa a essayé d'adoucir la situation. Nora, aide-nous juste à traverser ça. Ma mère l'a coupé. Tu as de l'argent. Tu as toujours de l'argent. J'ai failli sourire. C'était un réflexe. L'humour noir est parfois la seule chose qui nous sépare des hurlements. Oui, ai-je dit. J'ai de l'argent parce que je travaille. Parce que Thomas travaille. Parce que nous faisons un budget. Je payais vos factures. Chloé a fait un pas en avant. C'est injuste, a-t-elle dit comme si elle annonçait un verdict. Nous avons 3 enfants. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et ça signifie quoi, ai-je demandé. Que je finance ta vie parce que tu as eu plus d'enfants que moi. Les yeux de Chloé ont brillé. Tu agis comme si nous avions fait quelque chose de mal. J'ai ri doucement. Tu veux dire à part exclure ma fille de l'anniversaire de sa grand-mère et prétendre que c'était une règle? Maman a aboyé que c'était réservé aux adultes. Arrête de prétendre, ai-je dit. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Vous ne me traitez pas comme une fille, ai-je continué. Vous ne traitez pas Léa comme une petite fille, et vous voulez quand même mon argent. Le visage de papa s'est contracté. Ce n'est pas juste. C'est exact, ai-je dit. La voix de maman s'est élevée. La famille aide la famille. J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison.
La famille aide la famille. La famille ne met pas un enfant à l'écart en appelant cela une règle. Je sors du rôle que vous m'avez assigné. Celui où je paie et je souris pendant que mon enfant est traité comme si elle était facultative. Alexandre a changé de position, les yeux fixés quelque part au-dessus de mon épaule comme s'il regardait une horloge invisible. Maman a encore poussé en avant. Alors, tu fais vraiment ça? Tu nous coupes vraiment les vivres? Oui, ai-je dit. Ses yeux se sont rétrécis pour une seule fête. J'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Ce n'était jamais une seule fête, ai-je dit. C'était la fête de trop. Pendant un moment, il y a eu un silence. Pas de la paix, pas de la compréhension, juste la pause que l'on obtient quand quelqu'un réalise que son levier habituel a disparu. Les épaules de papa se sont affaissées, comme s'il pouvait enfin voir la situation clairement et qu'il la détestait. Chloé paraissait furieuse, mais il y avait aussi autre chose. De la peur, peut-être. La peur d'être la suivante sur la liste pour porter le fardeau. Maman me regardait comme si j'étais une étrangère. Puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle ne gagnait pas. Elle s'est détournée. C'est incroyable, a-t-elle craché, après tout ce que nous avons fait pour toi. La main de Thomas a effleuré mon dos, un rappel silencieux que je n'étais pas seule. Je les ai regardés descendre les marches du perron un par un. Maman d'abord, dramatique comme toujours. Papa suivant comme une excuse qu'il n'a jamais tout à fait formulée. Chloé raide et offensée. Alexandre traînant derrière comme s'il avait été mobilisé dans une guerre qu'il n'avait pas commencée. Quand ils ont atteint l'allée, maman s'est retournée en disant que j'allais le regretter. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte. Mes mains ont tremblé pendant environ 10 secondes, puis elles se sont arrêtées. Thomas a expiré en demandant si j'allais bien. J'ai hoché la tête même si ma gorge était serrée. La porte de la chambre de Léa s'est entr'ouverte. Ses yeux regardaient, prudents. Ils sont partis, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Ils sont partis. Elle est descendue dans le couloir lentement, comme si elle remettait les pieds dans un monde dont elle n'était pas sûre qu'il soit stable. Thomas s'est agenouillé près d'elle en lui disant doucement qu'elle allait bien. Léa m'a regardé en demandant si nous étions en difficulté. Cette question a brisé quelque chose en moi. Pas la partie forte, la vieille partie, celle qui se souvenait d'être une enfant et de penser que la colère des adultes était une loi à laquelle on ne pouvait pas échapper. Je me suis accroupie devant elle. Non, ai-je dit, tu n'es pas en difficulté. Rien de tout cela n'est de ta faute, et je ne laisserai personne te traiter comme si tu ne comptais pas. Léa a dégluti. Puis elle a hoché la tête, et pour la première fois depuis ce dîner, elle a paru plus légère. 6 mois plus tard, notre maison semblait différente. Pas plus calme, plus légère. Léa a recommencé à chanter, juste à voix basse pendant qu'elle faisait ses devoirs. Thomas croisait mon regard par-dessus son café avec un air de satisfaction, et j'ai arrêté de tressaillir chaque fois que mon téléphone vibrait. Nous avions de nouveau de l'argent. Du vrai argent. Quand on arrête de payer le prêt immobilier de quelqu'un d'autre, on peut remplacer un lave-vaisselle en panne sans sommet familial. Les tentatives de culpabilisation arrivaient encore. Des cousins prenant des nouvelles, des amis de la famille ne prenant pas parti tout en prenant absolument parti. Je gardais mes réponses courtes. Parfois, je ne répondais pas du tout. Par le bouche à oreille, j'ai appris la partie qui importait. Ils se sont adaptés. Mes parents ont pris un logement plus petit. Maman a pris un travail à temps partiel. Chloé a trouvé un vrai emploi. Ils ont survécu. Ils en ont toujours été capables. Ils préféraient simplement ne pas le faire quand j'étais disponible. Une année entière s'est écoulée sans contact. Puis, un après-midi, mon téléphone a sonné. Chloé. Léa était sortie avec une amie. Tant mieux. J'ai quand même répondu. Salut, a dit Chloé. Sa voix n'avait pas l'air courageuse. Elle avait l'air fatiguée. Maman a été difficile, a-t-elle admis. Je l'ai laissée parler dans le vide. Elle m'a demandé de l'aide, a avoué Chloé, de l'argent, du temps, tout. Puis plus bas, elle a ajouté qu'elle ne réalisait pas à quel point j'en faisais.
Pas vraiment. Je me suis renversée dans ma chaise. Et l'anniversaire, ai-je demandé. Chloé a hésité. Oui, a-t-elle dit, je comprends maintenant. Ce qu'elle a dit à propos de Léa. Ce n'était pas correct. Cela n'effaçait rien. Cela ne réparait pas le passé, mais c'était la chose la plus proche d'une prise de responsabilité que notre famille ait jamais réussi à produire. Je n'appelle pas pour te faire revenir, a-t-elle ajouté rapidement. Je voulais juste que tu le saches. D'accord, ai-je dit, et pour une fois, c'était suffisant. Quand j'ai raccroché, Thomas a regardé vers moi en demandant comment je me sentais. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Stable, ai-je dit, parce que ma maison était calme, ma fille était en sécurité et ma vie ne dépendait plus de l'obtention de l'amour de gens qui la traitaient comme une exception. Cette histoire nous rappelle cruellement que le favoritisme au sein d'une famille ne s'arrête pas à l'enfance mais se transforme souvent en une exploitation financière et émotionnelle à l'âge adulte. La décision de Camille de rompre les ponts n'est pas un acte de vengeance mais un acte de protection nécessaire pour sa propre fille. En France, la pression sociale autour de la piété filiale et des repas de famille est immense, ce qui rend le geste de Camille encore plus courageux. Elle refuse de payer pour sa propre exclusion et celle de son enfant. Le fait que sa sœur Chloé finisse par réaliser le poids de la situation après avoir dû assumer seule les exigences de leur mère montre que le système ne tenait que par le sacrifice silencieux d'une seule personne. C'est une leçon sur l'importance de poser des limites fermes, même envers ceux qui nous ont donné la vie, car le respect ne devrait jamais être une option. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de couper les ponts et de retirer votre soutien financier après une telle humiliation, ou pensez-vous que la famille doit passer avant tout, malgré les injustices? Avez-vous déjà vécu une situation de favoritisme flagrant lors d'un grand événement familial? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela nous aide beaucoup à comprendre ces dynamiques complexes.